désirez stabiliser et solidifier votre ménage? Vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation? Vous rencontrez des difficultés pour bâtir une union solide et durable? Soyez câblés tous les samedis à partir de 11h sur Shekinah FM 96.0, la voix de la délivrance, dans le cadre de votre émission, la cellule familiale. La cellule familiale est un programme du Centre mondial Shekinah, présenté par la prophétesse Chantal Saram Badinga et toute son équipe. La cellule familiale, c'est encore possible de changer ton histoire. Infoline 07 95 25 01 76 06 86. Venez profiter de l'expérience et des rudiments nécessaires pour mieux enraciner votre foyer et espérer des lendemains meilleurs. Car la cellule familiale est une plateforme spécialement conçue pour vous. Et de vivre son bonheur. Auditeur fidèle des 96.0, la voix de la délivrance, bonjour, le plaisir est pour nous de vous retrouver à nouveau dans le cadre de votre émission La cellule familiale pour vous édifier sur cette thématique, le bilan prénuptial ou encore les examens médicaux avant le mariage. Nous savons qu'il y a beaucoup de célibataires qui nous écoutent en ce moment, ils aimeraient également se marier parce que nous savons que la femme a toujours ce désir-là de se marier. Alors pour se marier, il est important de faire des examens médicaux pour savoir si nous sommes bien portants, si notre futur partenaire également est bien portant, si nous n'avons pas la possibilité de faire des enfants drépanocytaires. Tout cela c'est important, voilà pourquoi nous vous l'avions promis les semaines antérieures et ce matin sur ce plateau nous avons également maman Janine qui fait partie du personnel de santé pour nous édifier parce qu'il faut parler avec les connaisseurs pour ne pas extrapoler ou encore dire ce qui n'est pas disable si on peut le dire ainsi. Alors nous sommes avec la prophétesse Chantal Saram Badinga, madame Rose Ngimbi Badinga et madame Bernadette Olomo. Jocelyn Martial assure la réalisation du côté de la baie vitrée. Vous avez vos numéros de contact que vous savez déjà, le 07 45 45 55, 07 80 15 25 et le 01 76 06 86. Nous parlons ce matin sur le bilan prénuptial qui veut dire tout simplement les examens médicaux avant le mariage. Alors, grande femme, bonjour et soyez les bienvenus dans le studio Gloria de la Voix de la Délivrance. Bonjour Inès Ibinga, bonjour à tous nos éditeurs et à toutes nos éditrices ce matin. Nous sommes là pour aborder un thème tout à fait important parce qu'il est réellement important d'en parler parce que nous constatons qu'il y a souvent des débordements, il y a des conséquences suite au manque d'examen. Et donc ce matin, ce que nous avons dit, c'est l'importance tout simplement de faire des examens médicaux avant le mariage. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Soyez câblés et bon confort d'écoute. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Inès Ibinga de la Savane. Merci Inès Ngunga Mombo. Merci beaucoup. Bonjour Maman Janine. Bonjour Inès. Bonjour Maman Olomo. Bonjour Inès. Alors avec vous, rapidement, nous allons parler des activités du RAFEG avec Madame Olomo en quelques minutes parce que nous savons que nos auditeurs sont déjà là, câblés, ils ont déjà pris leur stylo, leur calepin et chargé également les téléphones parce que là, ça va chauffer tout à l'heure, dans quelques instants, tout simplement. Maman Olomo. Oui, merci Inès. C'est simplement dire aux éditeurs que ceux qui nous écoutent, effectivement, que RAFEG, pour le moment, nous continuons simplement avec les prières de 16h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ce sont les prières très importantes. Les prières sont concernées, sont ciblées sur les projets, enfin sur les mobiles que les gens ont, soit la stérilité, soit le mariage, soit la maladie, soit les blocages. Donc tous les mardis à partir de 16h, c'est ce que RAFEG est en train de faire maintenant. Mais pour les réunions des femmes, c'est toujours en stand-by. La prophétesse nous dira quand est-ce qu'on va reprendre ces réunions parce que je sais que les femmes sont en train d'attendre. Elles se demandent mais qu'est-ce qui ne va pas? La prophétesse, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle nous abandonne? Est-ce qu'elle est encore avec nous? Si, la prophétesse est encore avec vous. Patientez pendant un temps et nous allons rebondir. Donc, les prières de 16h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, j'invite les femmes à venir, comme les hommes d'ailleurs. Parce que depuis qu'on a commencé cela, la prophétesse a lancé, et je ne peux pas te dire, Inès, il y a plein de monde, et il y a les résultats. Il y a tellement de résultats que nous sommes même déjà débordés. Donc, j'invite les femmes et les hommes à venir.
Tout simplement dire également que Jésus, lorsqu'il opérait des grands miracles, après ces miracles-là, il se retirait toujours dans la présence de Dieu afin de dire « Père, il faut encore me restaurer ». Donc c'est le cas également pour la prophétesse Chantal Saram Badinga, de se retirer un peu, de se requinquer, de chercher encore davantage la face de Dieu pour venir déverser une onction en particulière. Et comme ça, nous allons sans transition parler déjà de notre sujet parce que nous savons que c'est un sujet brûlant, prophétesse. Oui, il faut dire que voilà, par rapport à ce que tu disais, qu'il est important que souvent on ait des temps de repos, mais la prophétesse est aussi une missionnaire. Ça veut dire que je voyage énormément parce que je suis sollicitée de gauche à droite, donc il y a une œuvre missionnaire sur ma vie, ce qui fait que souvent quand on ne me voit pas, c'est parce que j'ai certainement bougé, je suis allé répondre ou bien rendre ministère quelque part parce que nous travaillons pour le corps de Christ. Ça veut dire que pour le monde entier, il faut que les uns et les autres soient bénéficiaires de la grâce que Dieu a fait déposer sur nous. On ne se limite pas au Centre mondial Shekinah, on ne se limite pas à Libreville, on ne se limite pas au Gabon. Il faut traverser les frontières afin d'annoncer l'évangile et permettre aux uns et aux autres de pouvoir recevoir le message que Dieu nous a donné, ce message de délivrance qui permet à l'homme de découvrir sa raison d'être sur la terre, de saisir la vision de Dieu pour sa vie et de recevoir un équipement qui lui permettra tout simplement d'aller à l'accomplissement de sa destinée. Et donc c'est pourquoi normalement par rapport aux prières de 16 heures, je veux encore tout simplement dire aux uns et aux autres qu'il est important, c'est mieux qu'on t'apprenne à pécher pour que demain, tu te prennes en charge. Or, aujourd'hui, nous constatons que dans nos églises, les chrétiens n'aiment plus se prendre en charge. Tout le fardeau est sur le pasteur. Et donc, c'est le pasteur qui doit prier quand il y a un souci, il y a le pasteur qui doit gêner. Mais les uns et les autres doivent comprendre que le Seigneur exerce nos mains au combat et qu'il est important que les uns et les autres apprennent à se prendre en charge dès qu'ils font face à des difficultés parce que le pasteur ne sera toujours pas là. Et c'est pourquoi nous enseignons le combat spirituel. C'est pourquoi nous exhortons et nous encourageons les uns et les autres à se prendre en charge. Et donc, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était important d'instaurer ces temps de prière, 16h à 17h, une heure de prière. Tout simplement une heure de prière qui nous permettra de rentrer dans la victoire. Et depuis que nous avons lancé, je pense que bientôt 1 an que nous avons lancé ces temps de prière, les résultats sont là. Ce sont des témoignages émouvants. Nous voyons la gloire de Dieu à l'œuvre, des personnes qui ne savaient pas prier, mais qui, maintenant, aujourd'hui, apprennent à prier. Et beaucoup m'ont appelé pour dire que maman, vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse le Centre mondial Shekinah et ton époux, parce que vraiment cette vision est la bienvenue. Il y a des personnes qui prient la nuit parce que ces prières passent aussi de minuit jusqu'à pratiquement, je crois, 3h, 4h, 5h du matin. Et tout ça par la grâce du frère Jocelyn, qui a pensé qu'il était important que cette prière ne se limite pas seulement du côté du Centre mondial Shekinah. Il s'est dit, maman, voilà, on va ouvrir ces prières à toute la population gabonaise et tout ça. Et donc, il y a des personnes qui ne savaient pas prier, qui prient dans leur maison, et il y a des personnes qui ont même été délivrées pendant qu'ils étaient en train de prier la nuit, et puis ils ont commencé par vomir, donc il y a des situations qui se décantent de gauche à droite, ce qui veut dire que c'est vraiment une vision du Seigneur, et donc nous voulons encourager les uns et les autres à venir prier et ne pas venir tout le temps demander au pasteur, prie pour moi et tout cela. Donc voilà, nous sommes ce matin sur cette problématique. Je sais que la semaine dernière, je n'étais pas là, mais je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a donné une formidable équipe et tout ça avec laquelle je travaille. Dynamique. Ce sont voilà, une équipe très dynamique, des femmes qui sont là, qui viennent à tour de rôle. Madame Itinda est là, voilà, Maman Olome est là, Maman Gembi est là, et puis bon, Yolande Babala, elle est encore au repos parce qu'elle venait d'accoucher, mais sinon dans peu de temps, elle va rebondir. Et donc ce qui veut dire que nous aurons toujours des femmes ici, des femmes de Rafeg, qui seront en appui quand je ne suis pas là, qui viennent travailler parce que elles sont déjà préparées, elles ont vu comment ça se fait et puis on avance tout simplement et je crois que les résultats sont là, même si je ne suis pas là, mais quand même ces personnes continue l'œuvre, voilà, édifie également les auditeurs voilà. Et puis la cela semaine se fait dernière ressentir même avec les appels, non, des appels prophétesse. Inès Ngunga Mombo, on s'habitue tout simplement Inès Mombo, hein, maman Chantal. Inès Mombo, voilà, parce que je reviens toujours sur Inès Ibinga et tout ça, alors que ce nom-là n'existe plus. Voilà. Okay. Et donc c'est pour dire tout simplement que c'est vraiment c'est important. Déjà la semaine dernière, j'ai appris qu'il y avait une formidable problématique et tout ça qui a été débattue ici. Donc il y a eu des interventions et je crois que la personne qui a appelé suite à cette problématique a quand même eu au moins des résultats, une orientation par rapport à ce qu'elle devait faire. Et donc ce matin, nous sommes là pour parler de l'importance de faire le bilan prénuptial et tout cela avant d'aller dans le mariage, parce que nous avons constaté
qu'il y a des débordements, qu'il y a des conséquences, qu'il y a des choses. Parce que quand deux personnes se marient, le mariage doit avoir un fondement, c'est la vérité. Quand il n'y a pas de vérité, et qu'on se marie sachant que on porte une maladie, on n'a pas dit à l'autre voici ce dont je souffre, et on s'engage avec la personne, ça veut dire que là c'est aussi comme si on pouvait prendre un couteau et tuer la personne. Et je pense que la semaine dernière, il y a deux semaines de cela, j'ai soulevé un problème ici qu'on a dû gérer comme ça là. Dans une assemblée, on a eu vent de ce problème. Dans une assemblée, une sœur qui était séropositive, connaissant son statut depuis plusieurs années, c'est comme ça qu'un frère va commencer par tourner autour d'elle. Elle va quand même accepter de s'engager avec ce frère-là, connaissant son statut. Et donc, je ne sais pas, ils vont aller faire des examens parce qu'il y a des exigences, il faut apporter des examens. Et quand, je ne sais pas où elle est allée faire ses examens, voilà, je pense que Madame Etinda est là ce matin. Je pense que cette personne n'a pas fait des examens. Elle est peut-être allée voir un médecin pour lui dire, voilà, fais-moi des trucs comme ça. Et puis, ça a été fait. Mais c'est un danger. Parce que ce que nous allons débattre ce matin, il est important aussi que le corps médical soit aussi sensibilisé. Parce que quand des personnes viennent pour dire, voilà, faites-moi juste des papiers comme ça, on ne sait pas ce que la personne va faire avec et tout cela. Et donc cette sœur est venue avec des résultats où elle allait faire ses résultats, elle était séro-négative alors qu'en réalité elle était séro-positive, elle était porteuse du VIH. Et donc le mari aussi, voilà, les résultats sont là, le mari a vu, c'est des négatifs et tout ça, ils se sont mariés. Mais maintenant après le mariage, à peine eu 1 an, la soeur commence à faire la maladie. Ça veut dire que la période d'incubation avait déjà commencé parce qu'elle était déjà certainement, elle portait déjà la maladie de Julien depuis plusieurs années, elle le savait et tout ça. Et voilà, le pauvre frère, heureusement par la grâce de Dieu, le pauvre innocent n'a pas été contaminé. Mais combien ont été contaminés? Ces pauvres innocents sont contaminés aujourd'hui parce qu'ils sont allés avec des personnes qui portaient le VIH et ne leur ont pas dit et tout cela. Et je vais encore me rappeler d'une situation que j'ai vécue. Pendant que j'étais en train de recevoir, ça fait de cela 6 mois, j'ai reçu une jeune dame qui est venue me voir, elle priait ailleurs. Elle était prise par sa conscience parce qu'elle était séropositive. C'est comme ça que, vivant dans une relation avec quelqu'un, ayant un projet de mariage avec cette personne-là, cette jeune dame va sortir avec un monsieur marié dont la femme était enceinte. Elle connaissait son statut, elle va aller quand même avoir des rapports intimes avec ce monsieur sans protection, sans porter de préservatif. Et c'est comme ça que, voilà, après plusieurs rapports, cette femme-là va se retirer de cette relation et elle vit avec un monsieur. Elle ne dit pas au monsieur avec lequel elle vit que j'ai tel statut. Et donc c'est comme ça que quand cette dame-là accouche, la dame du monsieur avec lequel elle sort, quand cette dame-là accouche, l'enfant va, je crois après quelques semaines, décéder et tout cela. Elle-même, elle va commencer par se sentir mal. Quelque temps après, la dame va avoir vent parce que le monsieur va discuter avec elle et tout cela. Mais ne lui disant, il se pose des questions, il ne comprend pas pourquoi après l'accouchement, l'enfant est décédé et sa femme est devenue maladive. Et quand elle vient me voir, c'est parce que sa conscience commence déjà à lui reprocher ce qu'elle a posé comme là. Elle me dit, je ne sais pas comment faire, comment réparer ce tort que j'ai causé quand je pense que j'ai détruit une famille et le monsieur avec lequel je suis, je ne lui ai pas dit que je suis aussi dans tel état et maintenant je ne sais pas comment faire pour réparer cela. Et donc voilà comment ça veut dire. La mort, ce n'est pas seulement on prend un couteau comme je l'ai dit tantôt, on prend un couteau, on tue quelqu'un ou bien on égorge ou bien comment on fait des crimes et tout cela. Mais ça c'est un crime. Ça c'est un crime. Voilà une famille, une femme qui certainement va mourir, un bébé est déjà mort et le monsieur est certainement peut-être atteint et l'homme avec lequel elle vit est certainement atteint. Donc il faut dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se comportent encore de telle manière que on ne comprend pas. Et donc c'est pourquoi on veut en parler ce matin pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes. Il ne faut plus qu'aujourd'hui on s'embarque dans une union avec une quelconque personne pour dire que parce que j'aime la personne, donc la personne ne va pas me tromper. Non, on ne peut pas livrer notre vie entre les mains d'un individu, même si on l'aime. L'amour, comme on le dit, l'amour ne doit pas nous rendre aveugles. Il est important d'être sensé. On vit avec quelqu'un, si on ne peut pas se contenir, alors utilisons le préservatif. Mais non, si on veut, je ne sais pas qu'on aille faire le bilan médical pour être sûr que notre partenaire est sain, ou bien voilà, et qu'elle est saine. Au lieu de s'engager comme ça, et puis plus tard se rendre compte que,
quelle erreur j'ai eu à faire. Mais il est trop tard parce qu'on ne peut plus réparer cela. Et beaucoup aujourd'hui sont en train de courir des églises, sont en train de courir vers les Nganga, cherchant une solution, cherchant une guérison, alors qu'on n'a pas pris soin de la santé du corps que le Seigneur nous a donné. On s'est engagé comme ça parce qu'on voulait se marier. Et donc ce matin, il faut en parler parce que c'est important. Et c'est pourquoi on a pensé que Maman Itinda, qui est du corps médical, qu'elle nous éclaire un peu, qu'elle nous en parle un peu plus pour que nous soyons édifiés ce matin. Que Dieu nous bénisse tout simplement. Alors nous suivons tout simplement le regard de Madame Itinda, Janine, pour nous édifier longuement en ce qui concerne le bilan prénuptial, son importance d'abord. Je voudrais dire à nos auditeurs que le mariage reste une partie importante dans la vie d'un être humain. Car on se marie pour toute une vie. Et on ne peut pas s'engager dans un mariage avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas son statut. C'est pourquoi il est très important de faire un bilan prénuptial ou des examens avant le mariage. Ces examens, pourquoi ces examens? Ces examens sont faits dans le but de faire le point sur l'état de santé des futurs époux, c'est-à-dire de savoir si l'un et l'autre ne sont pas porteurs de maladies sexuellement transmissibles telles le VIH, telles l'hépatite A, B ou C, ou la drépanocytose. C'est pourquoi, avant de s'engager dans le mariage, il est important de faire un bilan. Je voudrais signaler que j'ai travaillé dans un service de gynécologie, dans une structure de la place. Il y a eu des jeunes filles qui, à la suite des avortements, se sont retrouvées avec des ovaires et des trompes sectionnés. Mais ces jeunes femmes, un jour, vont rencontrer un homme qui va décider de les épouser. Et elles vont rentrer dans le mariage avec une infirmité. Et alors, on va accuser les parents, on va dire c'est la sorcellerie, mais la personne sait que je suis infirme, mais elle ne dit pas à son futur conjoint. C'est pourquoi ces examens sont très importants. Et pour faire ces examens, il faudrait que le couple aille ensemble au laboratoire, tous les deux. Ils vont se faire prélever et ils doivent ensemble retirer les résultats. Parce que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui vont dans les labos, ils vont soudoyer certains agents et on leur donne des faux résultats. Et voilà un couple qui va divorcer dans les années à venir parce que l'un va se rendre compte que leur foyer est fondé sur la base d'un mensonge. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons que quand deux personnes s'engagent dans le mariage, qu'ils s'engagent pour la vie. Parce que le mariage est une institution qui vient de Dieu. Il est important que ces examens soient faits. Donc, le bilan prénuptial doit être fait moins de 2 mois avant le mariage. Moins de 2 mois avant le mariage. On fait le groupe sanguin Rhésus. Pourquoi le groupe sanguin Rhésus? Parce qu'il peut arriver que la maman soit Rhésus négatif. Et elle va porter une grossesse et alors il va avoir une incompatibilité fœto-maternelle. C'est-à-dire que l'enfant à la naissance sera jaune, va faire un ictère et peut-être mourir. Alors, une femme qui a un Rhésus négatif, qui veut entrer dans le mariage, lorsqu'elle sera enceinte, elle va voir un médecin qui lui donnera des conseils par rapport à sa grossesse. Il est important aussi de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Parce que quand on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est pour savoir si les deux conjoints n'ont pas la tare de la drépanocytose. C'est-à-dire dans un couple où le mari est AS, la femme est AS, ils vont faire des enfants SS. Et cela va être un problème dans le foyer parce que pour une mère qui travaille, elle ne pourra pas aller à son lieu de travail parce qu'elle sera obligée de rester à l'hôpital à garder l'enfant malade. Et à un moment donné, ça va être un poids pour cette femme qui, à l'avenir, risque d'être bloquée et dire ah, moi je ne fais plus les enfants parce que je souffre trop. Il va falloir aussi faire la SRV. La SRV, c'est quoi? C'est l'examen du VIH. Il faudrait qu'on le fasse parce que de plus en plus des gens connaissant leur statut sérologique s'engagent dans le mariage sans pourtant le dire à leur partenaire. Et moi je pense que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas juste. Parce que comme disait la prophétesse tout le temps, tu
tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement prendre un couteau ou un pistolet ou un fusil, mais ça aussi, c'est une forme de crime. C'est pourquoi le bilan pénitentiaire doit être fait. Nous devons aussi faire la recherche de la syphilis. La syphilis, c'est une maladie que l'on traite en prenant certains médicaments. Ça encore, ça passe. On peut faire aussi la recherche des chlamydia, la recherche de l'hépatite C ou de l'hépatite B. Et on peut faire aussi la glycémie à jeun pour savoir si l'un des conjoints n'est pas diabétique. Mais ça, le médecin, après les résultats, peut apporter un conseil. Je voudrais sensibiliser les uns et les autres à comprendre que le bilan prénuptial est important avant de s'engager dans le mariage. Parce que le mariage, c'est un choix. C'est un choix que nous faisons pour notre vie. Parce que si, une fois qu'on est engagé dans le mariage et qu'on se rend compte que l'un des conjoints est malade, je ne pense pas que ce mariage puisse aller jusqu'au bout. Les gens vont finir par divorcer. Alors, la Bible est contre le divorce. C'est pourquoi il est important qu'il y ait une prise de conscience des uns et des autres. Alors, Madame Janine, il y a également ce point-là qui est souvent confus dans la tête des personnes qui vous écoutent, et y compris moi-même aussi, parce qu'on ne connaît pas exactement la différence qu'il y a entre le groupe sanguin et l'électrophorèse. Parce que quand tu demandes à un individu quel est ton électrophorèse, il va te dire je suis O+, ou bien je suis A ou B. Alors, étant donné que c'est un personnel de santé, c'est important également de nous édifier pour nous montrer un peu la différence qui existe entre les deux. L'électrophorèse, c'est pour rechercher la tare de la drépanocytose. C'est-à-dire que pour savoir si vous n'êtes pas un porteur, si vous ne portez pas la tare, ou bien si vous n'êtes pas drépanocytaire, parce qu'il y en a qui sont SS et il y en a qui sont AS. Dans un couple, par exemple, où le mari est AS, la femme AS, ils vont faire des enfants SS. Mais il peut arriver que dans un couple, il y ait un mari AA et la femme AS. Là, ils vont faire soit des enfants AS, soit des enfants AA. Les enfants AS seront des porteurs sains. Ils ne feront pas la maladie, mais ce seront des porteurs. Mais est-ce qu'à la longue, ces enfants qui sont des porteurs peuvent transmettre, disons, les enfants qu'eux ils vont faire, peuvent avoir la tare? Oui, à leur descendance. Ils peuvent la transmettre. Moi qui vous parle, par exemple, je suis AS. Mais parmi mes enfants, j'ai des enfants qui sont AS. J'ai des enfants qui sont AS. Et si l'un de mes enfants AS va rencontrer un conjoint AS, ils vont faire des SS. Et c'est là où il y a le problème. Bon, le groupe sanguin, c'est pour savoir, enfin, je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Il y a le groupe A, B, O, A+, B+, O+. O négatif. Enfin, il y a aussi les A négatifs, les B négatifs. Ça, c'est des groupes qui sont un peu compliqués. Donc, il y a une différence entre le groupe sanguin et l'électrophorèse. Le plus souvent aussi, on dit souvent au quartier, en tout cas, je suis le O+, et le O+, c'est le groupe le plus fort. Est-ce que c'est vrai? Non. Oui, moi aussi. C'est les histoires du quartier. J'ai entendu cela. Oui, oui, O+ est un donneur universel. Il peut donner le sang à tout le monde. Mais de plus en plus, au niveau dans les hôpitaux, l'on préfère que ce soit un A+, qui donne du sang à un autre A+. Je voudrais un peu poser la question à Maman Itinda, parce que j'ai reçu une sœur qui m'a dit que souvent, à chaque fois qu'elle a une grossesse, la grossesse sort. Si le problème n'est pas sur le plan spirituel, est-ce qu'il y a une probabilité que le problème soit sur le plan médical, du fait que il n'y a pas d'incompatibilité. Voilà, qu'il y ait peut-être un problème entre elle et son mari qui fasse en sorte que quand elle attrape une grossesse, la grossesse ne reste pas, ça sort. Elle m'a dit qu'elle a déjà perdu 6 grossesses comme ça. Ah oui, arrivé à 2 mois, la grossesse sort et tout cela, ça n'arrive pas à terme. Voilà. C'est pourquoi il est important de faire le groupe sanguin avant le mariage. Parce que si cette sœur est du rhésus négatif et le mari rhésus positif, quand elle va avoir une grossesse, si le bébé qu'elle porte est du rhésus positif, il va avoir ce qu'on appelle une incompatibilité entre le rhésus de la mère et le rhésus du bébé. C'est pourquoi parfois il y a des femmes qui perdent les enfants et lorsqu'on est du rhésus négatif et qu'on attrape une grossesse, il est important d'aller rencontrer un gynécologue. Et ce gynécologue va vous conseiller sur ce qu'il y a à faire pendant votre grossesse.
Parce que je crois qu'il y a des vaccins à faire, il y a toutes sortes de protocoles. Mais là, il faut voir un spécialiste. Il faut voir un spécialiste. C'est pourquoi c'est important. Ouais, c'est pourquoi c'est important, chers auditeurs. Vous êtes câblés ce matin. Le sujet que nous abordons sur ce plateau est très important. C'est pourquoi si vous avez des difficultés ou bien vous avez observé quoi que ce soit dans votre famille, dans votre foyer ou dans la vie des enfants, vous observez peut-être des anomalies, parce que nous voyons aussi des enfants, des femmes qui font des mongols, des bébés qui sont un peu mal formés et tout ça. Est-ce que ça peut aussi avoir une origine à partir du sang des enfants qui naissent un peu... Bon, je sais que ça peut avoir une origine spirituelle, mais il y a des femmes qui souvent accouchent des bébés qui sont un peu mal formés. Peut-être la tête est grosse et puis on dit qu'il y a plein d'eau à l'intérieur, ou bien l'enfant, les os, je sais pas, les os sont un peu bizarres et tout ça. On dit que l'enfant n'a pas de... Ces os n'ont pas de force, ou bien on voit des enfants qui naissent avec... qui ne croissent pas selon leur âge. Ça veut dire que l'enfant a déjà peut-être 10 ans, mais il a une morphologie d'un enfant de 1 an et tout cela. Est-ce que ça aussi, on peut dire que ça peut avoir une origine dans ce cas sur le plan du sang? Est-ce que ça peut avoir une origine? D'une part, oui, et d'autre part, non. Je dis qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine de ce genre de malformation. C'est pourquoi il est important, avant le mariage, de faire tous les examens. Non seulement ceux que j'ai cités, mais vous pouvez aller plus loin dans votre bilan, si vous le voulez, pour éviter de contaminer votre descendance. Parce que c'est un problème pour une mère de voir ses enfants mal formés, de voir ses enfants toujours malades. Il est important de faire un bilan approfondi. En lisant hier, je me suis rendu compte qu'en France, par exemple, ils ont supprimé le bilan prénuptial. Mais moi, je dis que c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. C'est pas une bonne chose. C'est très important. Parce que en faisant ce bilan, ces examens avant d'entrer dans le mariage, on peut revenir sur sa décision. Enfin, selon ce que je pense, on peut revenir sur sa décision de se marier. On peut se dire non. Surtout de s'engager. Surtout pour l'électrophorèse. Je voudrais un peu que maman nous en parle un peu, les conséquences et à quel moment réellement l'enfant qui naît déjà avec la tare commence par faire la maladie. Les parents vont commencer à observer que l'enfant fait la maladie à partir de quel moment pour un enfant qui est porteur? Pour un enfant qui est porteur, c'est surtout à partir de 1 an. Parce que dans les premiers mois, on ne peut pas savoir. Il faut, à partir de 1 an, l'enfant peut avoir, par exemple, faire des crises, avoir des douleurs articulaires. Des douleurs articulaires au niveau des poignets, au niveau des coudes, au niveau des chevilles. L'enfant va commencer par pleurer. Et ça va amener les parents à savoir pourquoi l'enfant ne se sent pas bien. Et en faisant le bilan, on pourra découvrir que l'enfant est porteur de la tare. Et les parents eux-mêmes, ils peuvent, dans l'interrogatoire, les parents peuvent dire au médecin, bon voilà, nous sommes porteurs de la tare, et puis bon, orienter le médecin dans la recherche. Est-ce que ces enfants-là ont une capacité de vie, enfin, peuvent vivre longtemps, ou bien ils ont une limite? Parce que souvent, j'ai observé, je me rappelle bien une famille que j'ai côtoyée dans le passé, qui ne faisait que ce genre d'enfants-là, et puis ils perdaient les enfants. À chaque fois, l'enfant pouvait atteindre 10 ans, mais il finissait par mourir, et puis c'était des enfants de la poussière. Je voyais les parents, l'enfant ne doit pas rester là où il y a trop de poussière. Si elle respire la poussière, voilà, elle va avoir des complications. Donc ce sont des enfants qui ont souvent une hygiène de vie vraiment très très compliquée, et qui ne doivent pas manger aussi n'importe quoi. Maintenant, est-ce que c'est des personnes qui sont vraiment déclarées DREPA, est-ce que ils ont une longue durée de vie? Tout dépend de l'hygiène de vie. Il y en a qui vont au-delà de 30 ans et qui meurent après. Il y en a qui meurent avant et il y en a qui meurent après. Il y en a qui peuvent vivre, qui se marient même. Il y en a qui se marient même. Tout dépend de l'hygiène de vie. Enfin, moi je peux dire que tout dépend aussi de la grâce de Dieu. Parce qu'il y en a qui vivent plus longtemps. Ils sont drépanocytaires et ils vivent plus longtemps. Ils sont SS et ils vivent plus longtemps. Ils se marient, ils font des enfants. Il y a d'autres qui meurent avant
Peut-être faute de moyens. Peut-être faute de moyens parce que c'est difficile en termes de coûts. Oui. Sur le plan médical, c'est difficile parce qu'il va falloir acheter des médicaments. C'est des enfants qui sont fragiles. C'est des enfants dont il faut s'en occuper à chaque instant. Donc, pour des parents qui sont économiquement faibles, ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est difficile à gérer. Mais voilà, chers auditeurs, Inès Binga, voilà, je te le... Les numéros de contact 07 95 25 07 95 25, sinon le 07 45 45 55 07 45 45 55 et le 01 76 06 86 sont vos 3 numéros de téléphone pour participer à votre émission La Cellule Familiale. Ce matin, nous parlons du bilan prénuptial. Certainement, vous êtes marié auparavant et vous n'avez pas fait les examens médicaux et qu'aujourd'hui, vous constatez que votre enfant porte certainement une maladie que vous ignorez l'origine. Il est important de faire d'abord des examens médicaux afin de déceler où se trouve la maladie. Certainement, vous avez des questions à poser en ce qui concerne le groupe sanguin, l'électrophorèse, peu importe le domaine. Nous avons un personnel de santé ici, Madame Itinda Janine, pour nous en parler. Et nous croyons que ce thème est vraiment édifiant et pour ce faire, nous allons marquer notre première pause et nous revenons dans un instant. Glorieux de la voix de la délivrance, dans le cadre de votre émission La Cellule Familiale, nous parlons du bilan prénuptial qui signifie tout simplement les examens médicaux avant le mariage. Les numéros de contact, le 07 45 45 55 07 95 25 et le 01 76 06 86. Nous avons notre spécialiste de la santé. C'est pas demain que nous l'aurons encore dans le plateau. Donc il est important de nous libérer de toutes les questions possibles. Ouais. Alors, Madame Janine, pour ceux-là qui vivent déjà en concubinage, ils ont eu des enfants et ayant le désir de concrétiser leur union auprès de l'officier d'état civil, et ils se rendent compte qu'il est important. Bon, il y a la contrainte de faire les examens prénuptiaux et par la suite, ils découvrent que certainement l'un des conjoints est porteur du VIH-Sida. Alors, on sait qu'on aime notre partenaire. Est-ce qu'il faut se séparer parce qu'on a découvert ou encore qu'on reste là pour supporter? Certainement, Dieu va éteindre sa main. Je voudrais dire tout simplement que le mariage, c'est un engagement et un choix. Nous allons avoir cet auditeur en ligne. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Votre prénom, s'il vous plaît?
Je m'appelle Kamkan Herman. Votre prénom? Kamkan Herman. Herman, oui. Herman, allez-y. S'il vous plaît, vous parlez du mariage avec maman, mais j'ai une préoccupation. Je voudrais que vous parliez de l'approche des jeunes chrétiens envers des nouvelles femmes qui sont là de nous. Parce que dans nos églises, je n'ai pas. On n'arrive pas à saisir le frère Herman. Est-ce que le frère Herman peut changer d'opérateur et tout ça? Parce que là, on n'arrive pas à te saisir. Il est important que toute intervention soit assez claire pour permettre au moins au maximum de personnes de saisir, parce que ce sont pas seulement des questions personnelles, ce sont des questions générales. Donc tout le monde, ce sont des questions qui sont générales, et donc on a vraiment besoin que ça soit un peu plus clair. Si monsieur Herman peut changer tout simplement, voilà, il y a le 07 45 45 55 et il y a aussi le 01 76 06 86 et le 07 95 25. Donc essayez de changer un peu, je crois que oui, voilà. Nous poursuivons avec Madame Janine. Je disais tout tantôt que le mariage est un choix. Lorsque des gens ont vécu ensemble, un couple a vécu ensemble, qu'ils ont eu des enfants et qu'à un moment donné, ils veulent concrétiser leur union en allant devant le maire ou devant le pasteur. Et qu'en faisant le bilan prénuptial, l'on se rend compte que l'un des conjoints, enfin l'un des futurs époux, est porteur du virus du VIH. Je crois que l'époux sain a un choix à faire. Parce que l'on dit que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. On ne va pas demander aux gens de se séparer. C'est un choix que le partenaire fait, tout en sachant qu'il y a des conséquences derrière. Parce que lorsque l'on choisit, par exemple, de continuer à vivre avec quelqu'un qui est porteur du VIH-Sida parce qu'on a vécu il y a des années et que l'on est séronégatif, bon, il faut tout faire pour éviter de se faire contaminer par le conjoint. Et savoir que ça va être difficile pour eux d'avoir encore des enfants. Oui, c'est parce ça. qu'il y a des risques. Voilà, il y a des risques. C'est un choix, c'est un choix. Oui, bon, mais moi, je pense que quand on découvre que l'autre est porteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on leur explique les conséquences. Là, vous avez fait des examens. Si vous voulez vous marier, vous allez jusqu'au bout. Sachez quand même que, voilà, les risques que vous allez courir. Toi qui es porteur, moi, je pense que si moi j'étais porteuse, je dirais certainement à mon partenaire, comme je t'aime, moi, je ne veux pas te contaminer. Le mieux, c'est qu'on se sépare. Mais malheureusement, ça va être difficile pour certaines personnes de le dire. Surtout, il y a des enfants, et puis on s'aime, et voilà, dire que voilà, je vais me séparer de mon conjoint parce que je suis porteuse. Voilà, nous avons un auditeur en ligne que nous allons d'abord prendre. Allô? Allô? Je me prénomme Lydie Joël. Oui, Joël, allez-y. J'ai un enfant, mon petit garçon, aujourd'hui, il a 5 ans. Bon, un moment, je suivais le cycle. Maintenant, vers le mois de septembre, je suis laissé le cycle. Maintenant, j'ai déjà des autres enfants. Quand je viens le cycle, mon fils ne rentre pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait les pilules ou bien avorté. Je ne sais pas. D'accord. Donc, j'aimerais savoir. Voilà, Madame Janine. Oui. Joël, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller voir un gynécologue et de faire des examens. Si vous n'avez jamais pris de pilule, que vous n'avez jamais... Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Oui, Joël, allez-y. Oui, je vous conseillerais d'aller dans une structure sanitaire et de voir un gynécologue qui pourra vous faire un bilan et puis savoir ce qui ne va pas. Bonne journée. Ce n'est que ça. Alors, ce n'est que ça. prophétesse, puisque vous dites déjà que bon, vous aimez votre partenaire, vous ne pouvez pas vous séparer comme ça. Bon, je préfère qu'on se sépare parce que je ne vais pas te contaminer. Oui, mais voilà. Mais l'autre aussi peut aussi dire, en tout cas, on reste ensemble, mais tu ne me touches pas. Non, mais comment? Comment vous allez rester ensemble? Ça veut dire que vous allez vous marier et vous allez rester ensemble sans vous connaître, sans plus vous connaître sexuellement. Et donc, dès que vous connaissez déjà la prophétesse. Même si vous connaissez déjà, quand même, il y a le corps physique là. Il y a les il a ses besoins et ses prophétesse. désirs et tout ça. Il y a les préservatifs, Madame Lomo. Oui, mais il y a aussi le risque que le préservatif se perce.
Parce qu'il y a des personnes qui ont été face à une situation comme ça, où ça s'est complètement percé. Et puis voilà, on est devant le fait accompli. Hein. Voilà, madame. Moi, je posais la question à maman Chanine. Bon, les deux vivent ensemble, les deux personnes sont déjà, ils sont sous le même toit. L'autre est malade, l'autre n'est pas, ils ont déjà des enfants. Pourquoi l'autre n'a pas atteint? Pourquoi c'est peut-être la femme qui est porteuse et pas l'homme, alors qu'ils vivent ensemble? Ils ont même fait les enfants. Comment on peut... Bon, maman Janine répond d'abord, certainement je pourrais aider. Moi, je dirais que tout n'est que grâce. Parce que c'est des choses parfois qui ne s'expliquent pas. Que dans un couple, l'un est séropositif et l'autre est séronégatif. Je dirais tout simplement que tout n'est que grâce. C'est cela. Tout n'est que grâce. Oui, mais je me rappelle bien, j'ai reçu un couple qui est venu me rencontrer. Et ils revenaient d'une église. Ils sont venus me voir. Ce couple a de grands enfants. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un temps, ils ont fait des examens. Parce que le mari avait commencé par être malade et tout ça. En faisant des examens, ils ont découvert que le mari était porteur du VIH. La femme aussi a fait des examens, elle n'en avait pas. Et c'est comme ça qu'ils sont allés voir leur responsable d'église. Et ils ont dit, voilà, l'homme en a, mais la femme n'en a pas. On fait comment? Quelle attitude que nous devons adopter? C'est comme ça les responsables de l'église leur ont dit que non, vous pouvez continuer ensemble, il n'y a pas de problème, puisque tu as été préservé jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu peux continuer à être avec ton mari comme dans les débuts, tu n'auras pas de VIH. Et ils se sont mis ensemble, ils ont continué à être ensemble. Malheureusement, quand la femme va refaire le bilan d'examen, je crois 1 an après, elle constate maintenant qu'elle est porteuse de la maladie. Voilà. Est-ce que cette femme-là n'a pas eu la grâce? Est-ce que ce couple-là n'avait pas la possibilité de trouver une solution? Voilà, aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de chercher des solutions à gauche et à droite. Surtout la femme, elle s'est mise à pleurer. Parce que je pense qu'elle est en train, elle regrette déjà, parce qu'elle se dit, si j'aurais su, je n'allais pas continuer à aller avec mon mari sans préservatif. Donc, je pense qu'il fallait trouver une solution. Ils sont mariés. Maintenant, dans ces cas de figure-là, on ne peut pas demander au couple de divorcer, mais prendre des dispositions tout simplement pour qu'il n'y ait pas contamination. Voilà. Donc, maintenant, elle a obéi à ce qu'on lui a dit et elle a attrapé le VIH, SIDA, et tous les deux maintenant sont malades. Alors, est-ce que le prophète ne peut pas dire que Dieu l'a protégée parce qu'elle n'était pas encore informée du statut de son mari, puisque certainement au cas où il y a infidélité, que Dieu, bon, pour t'épargner, comme celui qui est parti commettre l'infidélité, qu'il prenne la maladie et toi, je t'épargne d'abord. Maintenant, étant donné qu'elle a pris conscience de l'état de la maladie du partenaire et qu'elle s'engage maintenant à demeurer, bon, elle prend ainsi cadeau. Ah ben oui, mais quand tu es informé d'une situation et que malgré que tu sois informé de la réalité, tu plonges quand même, tu penses qu'en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? On n'attend pas Dieu. Est-ce que la maladie ne peut pas déclencher tardivement? Si, ça dépend des organismes aussi. Si peut-être le corps de la femme est un peu solide, enfin, le sang est un peu fort par rapport au mari. Parce que la maladie peut se cacher. Elle est déjà atteinte, mais la maladie n'est pas encore sortie. La personne est déjà atteinte. Est-ce que ça ne peut pas... Non. Non, un couple qui vit ensemble depuis pratiquement plusieurs années, le mari il fait déjà la maladie, il est déjà malade. Ça veut dire que quand ils sont allés faire le bilan, la femme est sortie négative. Voilà. Ça veut dire qu'en ce moment, c'était une grâce pour elle. C'était une grâce, voilà. C'était une grâce. Maintenant, je pense qu'en ce moment, ils devaient prendre tous les deux les précautions, les dispositions, oui, pour que l'autre ne soit pas contaminé. Mais on leur a dit qu'ils pouvaient aller ouvertement comme ça. Et bien voilà, les résultats, c'est qu'après quelque temps, quand elle allait faire à nouveau son contrôle, elle a découvert qu'elle portait maintenant la maladie. Donc je pense qu'il est important vraiment de prendre des décisions. On peut aussi voir dans le couple, ce couple-là, qui est, comment on appelle ça, qui ont la tare, qui a la tare, ce couple qui a la tare de... Voilà, et voilà, ils font des examens. Ils ont déjà peut-être un enfant. Ils font des examens et en faisant des examens, ils découvrent qu'ils ont la tare. Maintenant, ou bien que l'un a la tare. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut conseiller à ce couple-là? Est-ce qu'il faut qu'ils continuent à faire des enfants? Ils sont mariés, est-ce qu'il faut qu'ils divorcent? Dans le cas où ils sont comme ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
pour des couples qui sont porteurs de la tare, de la drépanocytose par exemple, quand ils vont voir le médecin, le plus souvent le médecin conseille de ne plus continuer à faire les enfants. Ouais. Mais comme nous sommes des Africains, bon, nous aimerons bien que notre maison soit remplie d'enfants, que dans la maison il y ait du bruit, les gens continuent à faire des enfants. Et mais risque. Ça, c'est à leur risque. Les enfants qui vont mourir après, les enfants qui vont être tout le temps malades, les parents qui ne pourront plus aller à leur lieu de travail parce qu'ils seront tout le temps en pédiatrie pour garder leurs enfants malades. On explique. Mais il y a des gens qui insistent pour être toujours ensemble. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est un choix. C'est un choix que nous faisons. Parce que cette prise de décision est un choix. Je décide en toute âme et conscience, sachant que derrière cette décision que je prends, il y a des conséquences. Et on les assume. Et c'est que malheureusement, beaucoup de vies sont exposées parce que même quand on s'engage à continuer à faire des enfants tout en connaissant son statut, on expose même la vie de ces enfants-là. Oui, maman. Oui, j'avais une interrogation à poser à maman Janine par rapport au bilan prénuptial. Qu'est-ce qui est habilité à imposer un bilan prénuptial à un couple? Parce qu'il peut arriver, par exemple, au niveau du couple, des gens qui vivent déjà ensemble. Avant le mariage, ils ont déjà des rapports ensemble. Il peut arriver à un moment donné que la femme, par exemple, qui a constaté quelque chose, décide ou propose au mari qu'ils aillent à l'hôpital. Et l'homme se dit non, moi je ne vais pas à l'hôpital. Moi je n'ai pas besoin de faire le bilan parce qu'on est ensemble depuis. Tu me reproches de quoi? À partir de ce moment, lorsqu'il y a un certain refus de la part de l'un des partenaires, surtout les hommes. Voilà, surtout les hommes, mais nous savons que les hommes, c'est les chefs dans la famille. Bon, eux, ils ne sont pas malades. Qu'est-ce que la femme peut faire? Elle peut avoir recours à qui pour imposer ou exiger à son partenaire d'aller devant le médecin? Je pense que c'est que la femme devrait pouvoir discuter avec son partenaire, trouver le bon endroit et le bon moment pour pouvoir discuter avec son partenaire et lui expliquer le bien fondé de faire ses examens. Parce que si l'on discute avec son partenaire à chaud, il peut réagir négativement. Mais si on le prend au bon moment et au bon endroit, nous les femmes, nous savons comment nous prenons nos hommes. Vous êtes mariés, vous savez comment nous prenons nos hommes pour les amener à fléchir devant une situation et expliquer pourquoi il va falloir faire ces examens. Mais maman Itinda, il y a des hommes qui refusent, parce que quand on parle un peu quand on parle de stérilité, quand la femme n'arrive pas à faire des enfants à son mari, il arrive souvent que ce soit la femme qui se débatte de gauche à droite cherchant des solutions, et quand elle viendra dire au mari, ben voilà, moi j'ai fait des examens, le médecin veut aussi te rencontrer pour que toi aussi en retour tu puisses aussi faire. Le mari va dire que non, mais moi je ne suis pas malade, je ne suis pas stérile, et pourtant il va même s'appuyer en disant que donc tu es parti dire au médecin que c'est moi qui suis malade. Voilà. Et donc, il retourne souvent la balle comme ça. Donc, enfin, il faut dire que c'est vraiment important que l'on fasse des examens. Parce que quand on va découvrir avant le mariage que l'autre porte la tare, le mieux, c'est de ne pas s'engager dans une union dans laquelle on sait qu'il y aura des conséquences. La vie des enfants sera exposée. Parce que, quoi qu'on dise, on aura envie de faire des enfants. Mais si déjà on a la tare, on sait que si on fait des enfants, les enfants vont certainement naître trépas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux certainement que ce genre d'union-là n'aille pas jusqu'au bout. Mais moi je pense, enfin c'est un peu ma pensée, c'est vrai que ça va être difficile. Ça va être difficile pour deux personnes qui s'aiment réellement quand ils vont découvrir qu'ils ont la tare et que la vie de leur progéniture est menacée. Alors le mieux certainement c'est de ne pas s'engager sur cette voie-là qui va nous faire souffrir plus tard. Tout à fait. Moi, je voudrais enchérir par rapport à ce que la prophétesse venait de dire. Parce que pour le cas des drépanocytaires, par exemple, nous savons que les traitements sont très coûteux. Et la plupart des parents, parfois, ne disposent pas des moyens nécessaires. Mais si déjà avec un enfant, c'est difficile, et que par la grâce de Dieu, on parvient à la connaissance selon laquelle on est tous les deux AS, il faudrait qu'on arrête. Si on ne prend pas la décision, mais c'est un couple qui va aller de problème en problème. Un couple qui ne pourra pas s'épanouir parce qu'il faudra le peu de moyens que le couple aura, ce ne sera que pour les traitements, pour l'alimentation de l'enfant. Donc du coup,
continuer dans cette relation-là, ce sera vraiment un chaos. Parce que le couple ne pourra pas investir, le couple ne pourra pas s'épanouir et ce sera des problèmes en problème. Donc, comme le disait la prophétesse, il faudra vraiment mûrir la décision et prendre la bonne décision. Voilà. Même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Voilà. J'insiste pour dire que c'est un choix. C'est un choix que nous faisons. C'est un choix que nous faisons de vivre une vie de couple heureuse ou d'être dans les tourments. Wow. Parce que quand on a les enfants qui sont malades, vous vous réveillez au milieu de la nuit parce que l'enfant fait de la fièvre, parce que l'enfant a des douleurs. C'est difficile. Mais c'est un choix que les parents font. De continuer à vivre ensemble, sachant que leur descendance est exposée. Et nous n'avons qu'un seul médecin dans notre pays qui s'occupe de ces cas de figure. Je pense que c'est pourquoi il est mieux de connaître avant. Et quand on connaît avant, c'est de prendre des dispositions, quel que soit ce que cela coûtera. C'est mieux. Parce que quand on examine, on essaie de voir un peu ce qu'on va subir. C'est pas gai pour une maman d'être toujours là. Hein, le cœur bat, tu vois ton enfant est malade aujourd'hui, après une semaine tu dois amener l'enfant à l'hôpital, tu dois dépenser, mais il n'y a plus de vie dans la maison, il n'y a plus de joie dans la maison parce que le couple s'occupe d'un bébé qui est malade et toutes leurs finances vont dans les traitements et tout cela. Et donc, comme l'a dit maman, vraiment c'est un choix et il est important. Nous sommes venus sensibiliser. On est venu vous montrer l'importance réellement de faire des examens avant le mariage et de réfléchir avant de s'engager. Bon, pour les personnes qui sont déjà engagées, mais je pense qu'il faut quand même réfléchir. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a lieu à faire. Madame, on me veut dire quelque chose. Oui, je suis en train de perdre ma fil de mes idées. Enfin, je disais que ceux-là qui reconnaissent déjà qu'ils sont malades. Parce que maman Jeanne a dit qu'il faut faire, c'est un choix. Moi, je crois que le vrai choix, c'est la séparation. Soit, pour ceux qui ont le sida, c'est simplement se séparer. Il n'y a pas à dire qu'on continue, on mettra les préservatifs se percent. Ça veut dire que quand un partenaire est malade, quand un partenaire a le... Quand elle découvre, par exemple, c'est la femme qui découvre que le mari est porteur du VIH. Même s'ils sont mariés. Même s'ils sont déjà mariés, prophétesse. Moi, je crois si. Si le mari, c'est le mari qui est malade et la femme n'est pas malade, moi je crois qu'il faut se séparer. Mais c'est aussi pour le meilleur et pour le pire, hein, le mariage. Oui, oui, le meilleur et pour le pire. Oui, mais parce que le meilleur est pour le pire. Toi qui as la maladie, voilà pourquoi il est important de faire les examens. Pourquoi tu n'as pas annoncé à ton conjoint que tu es malade? Tu as préféré rentrer dans le mariage avec la maladie. Tu savais bien que ça ne pourra pas aller loin. Mais par la grâce de Dieu, l'autre est préservé. Donc ça veut dire que si Dieu te révèle que ton mari est malade, toi tu n'es pas, moi je ne crois pas qu'il faut continuer. Là, ça c'est un autre cas. Ça c'est un autre cas. Ça veut dire que dans le cas où la personne qui était malade savait qu'elle était malade et s'engage quand même dans le mariage avec l'autre sans pourtant dire à l'autre que voici ce que j'ai. Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est un mariage caduc. C'est un mariage faux parce qu'il a été basé sur le mensonge et tout cela. Et donc ça veut dire que quand l'homme le découvre, une telle situation, automatiquement c'est la séparation. C'est la séparation. Parce que ce frère-là, il n'aurait pas eu la grâce de Dieu sur sa vie, il allait être contaminé. Et donc maintenant, quand tous les deux sont contaminés, ils font comment? C'est un mariage caduc. Le frère doit certainement dire à la soeur, tu m'as menti, ou bien la soeur dire au frère, tu m'as menti, donc ça veut dire que tu m'as contaminé, là tu m'as tué. Sans la grâce de Dieu, on fait comment? Maintenant, ceux qui ont les enfants qui sont malades, ils constatent que les enfants sont tout le temps malades, surtout le premier enfant. Quand vous constatez, on a fait les examens, le médecin vous dit que l'enfant a telle ou telle maladie. Et cette maladie pourra continuer sur les autres enfants. Je crois que le mieux, c'est d'arrêter de faire les enfants. Maintenant, si vous n'acceptez pas, vous ne voulez pas, peut-être la femme va dire non, moi, je ne peux pas laisser, moi j'ai besoin d'enfants. Mais la femme doit savoir que l'enfant ne vivra pas. Même si, moi je vois souvent, j'ai une là qui est partie à 28 ans. Elle était hospitalisée tous les jours. C'est l'enfant d'un voisin. Mais après, elle est morte. Mais, elle était quoi, trépas? Si, elle était trépas, elle est morte à 28 ans. Et pourtant, on dit souvent que vers les 28 ans, 30 ans, c'est déjà fini. Mais elle était toujours malade. Elle a fini par partir. Maintenant, vous voulez continuer à faire les enfants. Et les enfants là, vous êtes sûr que les enfants là ne pourront pas continuer à vivre parce qu'ils mourront. Chaque enfant qui naîtra va mourir. Le mieux, prophétesse, pour moi, soit d'arrêter de faire les enfants, soit de se séparer. Mais si la personne qui insiste à continuer à faire les enfants,
Et celui qui est avec lui doit réfléchir, dire que moi je n'accepte pas, je dois arrêter. Soit il ira faire les enfants dehors, toi la femme tu resteras là. Parce que tu sais que tu ne peux plus faire les enfants avec ton mari. Et le mari va décider d'aller faire les enfants dehors. Voilà pourquoi mieux vaut se séparer. Voilà, mais c'est pourquoi là, voici les conséquences. Parce que le mariage ne pourra pas survivre. Alors, nous allons prendre cet auditeur en ligne et j'ai une question à poser à Madame Olomo. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, votre prénom s'il vous plaît? Allô? Allô, bonjour, votre prénom s'il vous plaît? Bernice. Bernice, allez-y. Bernice. Oui. En fait, je veux parler par rapport à la drépanocytose. C'est pour donner des conseils. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, un couple, ils savent, ils ont fait des examens, après faire des examens, des couples qui sont AS, comme la dame disait, c'est mieux si vraiment ils s'aiment et qu'ils n'ont pas encore eu d'enfants, c'est mieux de ne pas en faire. S'ils peuvent adopter, peut-être. Parce que s'ils font des enfants, moi je connais un groupe, on les a interdits, bon, eux quand même ils ont de l'argent, mais on les a interdits parce qu'ils sont ASAS, ils ont fait des enfants, mais ces enfants ne sont pas, excusez-moi, ils ne sont pas beaux. Et au milieu des autres enfants, mais par rapport même à leur âge, ils ne se sentent pas bien. Ils jouent, ils vont à l'école, mais ce n'est pas ça. On sent la différence avec les enfants, ils n'ont pas la vie que d'autres ont. Parce qu'eux, ils sont malades, et tout le temps, ils sont à l'hôpital, et tout ça, c'est pas joli, c'est condamner des innocents. Si vous découvrez que vous êtes déjà, vous êtes AS, mieux de ne pas en faire ou d'adopter. Si vous êtes des enfants, c'est que vous condamnez les êtres humains. Mais pour le VIH, par exemple, il y a un couple qui était déjà ensemble. Peut-être que le mari c'était un vagabond ou la femme, on ne sait pas, qui a porté la maladie. Et s'il y a un des deux qui est positif et l'autre négatif, si ne sont pas encore s'ils étaient déjà mariés et qu'après peut-être ils se sont dit bon, on s'est marié dans le monde, on veut partir à l'église et on se marie maintenant à l'église, et qu'après ils font les examens, peut-être on leur demande de faire les examens, et s'ils découvrent ça après, je ne pense pas que c'est mieux de leur demander de se séparer, parce que s'ils sont déjà à l'église, ils ont déjà donné leur vie à Dieu, Dieu est capable, c'était dans le monde. Bon, c'était la vie du monde, maintenant c'est quand ils arrivent dans l'église et ils découvrent ça peut faire les examens. Peut-être qu'ils étaient mariés juste à la mairie et là maintenant ils veulent se marier à l'église. Ils peuvent continuer, ils ont des enfants par exemple. Et c'est pas prendre des précautions, bon. En tout cas, le choix de prendre des deux. On ne peut pas leur demander de se séparer. Ça dépend maintenant de la personne qui est vraiment honnête et qui pense que bon, si peut-être je contamine la mère, alors qu'on a des enfants, moi je peux bientôt mourir, qui va rester avec les enfants? Peut-être que c'est mieux qu'on se sépare et puis au moins si le père ou la mère meurt, il y aura quand même quelqu'un qui va rester avec les enfants. En tout cas, que la volonté de Dieu, c'est ça. C'est quand même un cas un peu compliqué à ce niveau. Bon, merci pour l'intervention de Bernice. Voilà. Alors, merveilleuse intervention. Madame Lomol, vous disiez tout à l'heure que si l'un des partenaires se rend compte que l'autre est contaminé, le mieux serait qu'il se sépare. Alors, à supposer que ce soit l'inverse ou encore que ce soit vous, que le conjoint abandonné étant malade. Parce qu'il faut essayer de voir un peu la situation des deux côtés. Hein. Là, on dit, bon, comme c'est toi qui as amené la maladie, il faut d'abord se mettre soi-même à la place voilà, de que je t'abandonne. Or, que je sais que c'est pendant cette période-là qu'il aura plus besoin de toi et que tu te rends compte que l'autre t'abandonne. Mais en fait, Madame Lomo. Si, Inès, quand tu vis avec quelqu'un qui est malade, si c'est l'homme, peut-être qu'il va t'aider un peu, il va t'accompagner dans la maladie, mais à un certain moment, il va dire non. Si, exactement. En tant que, parce que ce sont les humains, tu comprends, non? Ce sont les humains, il va te garder par pitié. Et sachant dans ton cœur qu'il te garde par pitié, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Là, il va te garder comme quelqu'un qui garde sa mère ou bien son père qui est malade. Il n'y a plus de mariage. Allô? Oui, c'est toujours la même personne. Véridique. Pardon? C'est toujours la même personne, Joël, qui vous a appelé. Joël, oui. Joël, allez-y. Oui, je viens de parler pour le problème que l'enfant a 5 ans, je n'attends plus de grossesse. Bon, j'ai encore un autre
fille-là. Bon, je suis avec le père de mon fils qui a 5 ans. Bon, pour avoir cet enfant-là, vraiment, j'ai beaucoup prié. Je n'attrapais plus de grossesse, je suis allée chez les charlatans. Après, je me suis confiée à Dieu. Mais j'ai eu cet enfant-là lors de la délivrance. Et c'est là où j'ai eu cet enfant, parce qu'à l'hôpital, on m'avait dit, quand j'ai fait le bilan, les examens, on m'avait dit que je ne peux plus faire d'enfants. Pour avoir des enfants éprouvettes. Maintenant, lorsque je me suis croisée avec ce frère, bon, je me suis croisée quand je sortais de la délivrance, comme on avait séminaire. Après, on s'est accouplé. Voilà comment j'ai eu la grossesse. Bon, mon fils, il a déjà 5 ans. Je n'attends plus de grossesse. Je ne sais pas parce que moi, je l'avais dit, toi et moi, aujourd'hui, ça fait déjà 9 ans. Il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de mariage. Et il me dit, parfois, il promet, bon, les vacances qui viennent, je vais voir les parents, les vacances viennent, il ne voit pas les parents. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de ça, parce que j'avais promis, parce que j'ai fait une promesse à Dieu que si tu me fais un enfant, je serai sa servante. Mais moi, je me vois mal que je vis avec lui, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de mariage, et que je prie Dieu, je ne sais pas comment je dois faire. Aidez-moi. D'accord. Bon, mais il faut d'abord que tu saches aussi, c'est vraiment, tu veux te marier, c'est bien de se marier. Mais est-ce que tu sers le Seigneur? Tu as fait la promesse au Seigneur que s'il te donne, voilà, tu le serviras. Est-ce que tu crois que tu es vraiment engagé dans le service divin avec Dieu? Avant de chercher le mariage, cherchons d'abord Dieu. Avant de chercher le travail, cherchons le Seigneur. Parce que le Seigneur pourra nous combler à tout moment. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions d'abord rechercher la vie parce qu'il est la vie. Et donc, par rapport à ton fiancé, à celui avec lequel tu vis, il ne veut pas aller se présenter ni faire quoi que ce soit dans le domaine du mariage. Ça veut dire que cette situation-là, présente-la entre les mains du Seigneur tout simplement. Mais toi, continue à servir le Seigneur. Le service attire la récompense. Chaque service qu'on fait pour le Seigneur nous a toujours amené à marier. Il y a des femmes qui ont été surprises de rencontrer quelqu'un comme ça, là, et puis voilà, et puis demain c'est une demande en mariage, et puis elle ne pensait même pas en mariage. Elle servait le Seigneur, et dans le service là, Dieu a trouvé que là maintenant, là, cette femme qui me sert, je vais lui donner quelque chose qui lui manque. Et puis paf, c'est le mari qui vient. Donc elle est dans, c'est une bénédiction vraiment surprise qui la surprend complètement, et dans la joie, voilà, elle est heureuse. Donc il faut d'abord chercher Dieu. Peut-être que tu ne sers pas Dieu selon la promesse que tu as fait au Seigneur. Tu as fait au Seigneur. Oui, maman. Je peux ajouter quelque chose. Ajoute. Il faut que la sœur ou la maman sache que si tu vas à l'église, ou bien si tu prends la décision de servir Dieu parce que tu cherches un mari, je crois que tu risques de mourir célibataire. Ou bien tu sers Dieu parce que tu veux avoir les enfants par intérêt. Dieu n'aime pas les gens qui le servent par intérêt. Si tu veux servir Dieu sincèrement, ne mets pas les conditions. Sers-le, fais comme Dieu te demande de faire. Mais ne dis pas à Dieu que bon, je viens dans ta maison te servir. En retour, donne-moi le mari ou bien donne-moi les enfants. Ou bien si tu me donnes. Ou bien si tu me donnes le mari, je te sers, je crois que tu ne te marieras jamais. Donc engage-toi sincèrement, laisse le mari. C'est Dieu qui donne le mari. Toi-même, tu ne peux pas avoir un mari si Dieu n'a pas prévu ce mari pour toi. Même celui qui vit avec toi, laisse-le, sers ton Dieu et c'est lui qui arrangera le problème entre toi et cet homme-là, si c'est lui qui doit t'épouser. Alors, Madame Olomo, donc les hommes, quand ils sont face au cas de maladie de leur partenaire, préfèrent les garder d'abord par pitié. Inès, j'avais reçu une maman. Ils se sont mariés, enfin ils n'étaient même pas mariés, mais ils ont fait les mariages à la coutume. Ils ont fait 4 gosses. Après, elle est tombée malade. Le mari a commencé à l'aider, à l'aider, à soigner, à faire tout. Je crois 3 ans après, le mari dit à la femme, va d'abord au village. Pendant les vacances, je viendrai te chercher. Professeur, tu dois te souvenir de ce problème-là. La dame est partie au village. Je vois. Dès qu'elle est arrivée, le mari dit, merci. Bon débarras. Bon débarras. Jusqu'aujourd'hui, il n'est plus reparti au village. Il a pris notre femme. Il dit à la femme, moi, j'étais déjà fatiguée. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Maintenant, tes parents aussi doivent m'aider aussi. Et il a pris notre femme, il l'a mis dans la maison. Et la dame, la nature a horreur du vide. Donc, c'est pour dire que prophétesse, nous sommes des humains. L'être humain est bizarre. Il va te garder, peut-être par pitié. C'est surtout les hommes qui le font.
Les hommes font ça souvent. Pas pitié. Et après, il prend une autre femme. Parce qu'il va te dire que moi, Mais ses parents vont lui dire, regarde, ta femme est malade, prends une autre femme et il va le faire. Voilà. Et toi, tu vas rester là. Et c'est ça qui tue souvent. Après, tu vas mourir parce que tu ne pourras pas supporter cela. Donc, voilà pourquoi mieux vaut peut-être dire que bon, on va se séparer. Tu sais dans ton cœur que bon, mes parents peut-être vont s'occuper de moi. Et tu enlèves que tu as un mari. Là, au moins, peut-être, tu peux résister. Mais quand tu sais que tu as un mari qui t'a abandonné... Mais pourquoi on se marie, Madame Olomo? Mais c'est ça que les hommes ne comprennent pas. C'est ça que les hommes ne comprennent pas. Il arrivera toujours des problèmes dans le foyer. Il arrivera toujours une situation difficile. Et donc, quand la situation difficile arrive, il faut que les deux partenaires soient là pour traverser pour cela. se soutenir. Alors, pourquoi c'est la femme qui doit toujours supporter l'homme et pas l'homme? Ben voilà. Bon, parce que la femme a un cœur de mère, un cœur qui supporte, un cœur d'amour. Parce que quand c'est l'homme qui tombe malade, trop. la femme s'occupe de son mari. Hein? Mais oui. Ah oui. J'avais croisé une de mes amies. Son mari est gendarme. Ils étaient bien. Mais un jour, le mari a fait l'accident. On a coupé le pied. Mais quand j'ai vu cette fille, j'ai failli pleurer. Elle soulève, elle dépose. Et le mari devient nerveux, méchant. Agressif. C'est comme si c'est la pauvre dame qui Non, mais ça, c'est tout à fait normal. Tout ce que la femme fait, prophétesse, c'est le mauvais cœur. Parce que la personne qui s'occupe, excusez-moi, la personne qui s'occupe de toi, qui se soulève, il te baigne, tu dois le faire à manger, il t'habille. Mais dans ta tête, toi, ou bien c'est la jalousie. Que pourquoi elle, c'est moi qui suis malade et elle est en bonne santé. Non, mais il y a des hommes qui sont habités par une telle méchanceté. Oui. Vous voyez, jusqu'où l'homme est méchant, mais la femme ne peut pas le faire. Parce que d'abord, le cœur de la femme, c'est un cœur d'amour. Non, mais il y a des femmes aussi qui ont abandonné quand même leur partenaire suite à une difficulté financière. Oui. Elle était aisée, c'était bien. Dès que le mari perd l'emploi, pouf, elle prend ses bagages. Ce sont les femmes qui sont... Non, c'est la base. C'est la base. Exactement, donc, c'est la base. Quand dans une relation, il n'y a pas d'amour, il arrive que dès qu'il y a déjà un manquement, l'un ou l'autre prenne la fuite. Et donc, tout ce qu'on est en train de dire, c'est juste pour ressortir l'élément, l'importance de faire des examens avant le mariage. Si on n'en a pas fait avant le mariage, même quand on est marié, vraiment, il est important de faire des examens parce qu'il est bien de savoir comment son corps se trouve, comment tu te trouves à l'intérieur de toi. On peut entretenir une maladie si on ne la découvre pas très tôt, alors qu'elle pouvait être traitée tôt. Si on ne la découvre pas très tôt, on peut en mourir. C'est pourquoi il est important, c'est ce que nous voulons dire ce matin, nous voulons sensibiliser le plus grand nombre de personnes. On ne s'engage pas n'importe comment. L'importance de faire des examens, c'est aussi connaître son statut. Quand on connaît son statut, quand on va se faire prendre en charge, je pense qu'on peut vivre longtemps. Il y a des personnes qui ont attrapé le sida, qui sont pris en charge et qui vivent. Je pense qu'ils peuvent vivre même jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80, peut-être même 85 ou 90 ans. Le plus important, est-ce qu'on ne meurt plus du sida aujourd'hui? Ça ne doit plus être une honte. Et les couples qui sont certainement victimes de cette maladie, moi je pense, Madame Olomo, qu'on ne doit pas se séparer. Surtout quand on est marié déjà, on ne doit pas se séparer. Si c'est la femme qui a le virus, bon, qu'elle trouve un moyen avec son mari, comment faire? Soit, si elle veut, elle dit, bon, moi je suis déjà malade, bon, même si on prend le préservatif, là peut-être un jour ça va se percer. Je ne veux pas te contaminer, mais on ne va pas aussi divorcer. Bon, en tout cas, cherche une deuxième femme. Prends une deuxième femme. Ben oui, plus que même si tu ne le dis pas, il va le faire. Il va le faire. Hein, si déjà un homme après la mort de sa femme un mois après, ou bien même 2 ou 3 jours, il va tomber ailleurs, ce n'est pas quand la femme sera qu'il va rester tranquille. Hein? Oui, donc le mieux c'est d'être honnête et de le libérer, de dire ben voilà, on ne divorce pas, on a des enfants et tout ça. À moins si ce couple-là n'a pas d'enfants. Ça veut dire, comme maman l'a dit, c'est un choix personnel. Moi, je dis, si c'est moi qui suis malade et que l'autre n'est pas malade, si on n'a pas d'enfant, je prendrai la décision. Je dis, en tout cas, je te libère. Parce que moi, je suis malade, je ne veux pas te contaminer. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va avoir des rapports avec préservatif, on ne sait pas, un jour, le préservatif peut se percer. Et voilà, je vais contaminer une vie qui était saine. Et ça va me peser sur la conscience et tout cela. Et donc, s'il n'y a pas d'enfant, même si on est marié, moi qui suis malade, je prends la décision, je dis non, je te libère, voilà,
c'est maintenant au mari de dire que non, tu es mon épouse, je ne vais pas te laisser et tout ça. Et tout. Bon, quand le mari dit ça, dit quand même au mari, bon, écoute chérie, tu es un homme, comme je ne pourrais plus réellement te satisfaire sexuellement, regarde, prends une deuxième épouse. Prends une deuxième épouse. Et si la mari n'a pas un cœur qu'il aime sa femme, tôt ou tard, cette femme-là va souffrir. Comme l'a dit Madame Olomo, elle va souffrir. Donc, c'est comme on dit, c'est vraiment des questions assez délicates que nous sommes en train de traiter. Et donc, pour qu'on n'en arrive pas là, il est mieux de prendre des dispositions. Il est mieux de prendre des dispositions avant qu'on arrive sur une situation qu'on ne saura pas gérer et tout ça. C'est important. Et c'est ça que nous sommes venus dire ce matin, parce que moi, ça m'a fait mal de savoir qu'une sœur est séropositive, elle s'engage dans le mariage. Une femme qui sait qu'elle est malade, elle va coucher avec le mari d'autrui et elle a un petit ami. Et cet homme-là a une femme. Et cette femme-là est en grossesse. Ça veut dire que d'une manière volontaire, elle décide d'aller contaminer cet homme-là qui va lui contaminer son épouse et le bébé va être contaminé. Donc, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. On ne peut pas se comporter comme ça. Hein? Et on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui. Beaucoup d'hommes aujourd'hui qui savent, qui connaissent leur statut, mais qui sont en train de propager la maladie. Ils sortent avec des petites filles, ils sortent avec des femmes d'autrui et on propage la maladie de gauche à droite. Voilà pourquoi on est en train de sensibiliser et de dire que c'est vrai, le sexe c'est bon, mais il est mieux certainement de rester chaste, de demeurer dans la chasteté jusqu'à ce que nous allons trouver l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour nous, et avant de nous engager, de procéder par des examens pour savoir que celle que je vais épouser là, elle est saine, moi-même aussi, et quand on s'engage là, c'est bon. Mais malheureusement aussi, Madame Olomo, aujourd'hui, même dans les couples mariés, la femme va quand même prendre le soin d'aller jeter un coup d'œil dehors. Parce que quand la maladie, quand on arrive et que tous les deux sont séropositifs, qui va dire à l'autre que c'est moi qui ai amené la maladie? Personne. Personne ne dira à l'autre que c'est moi qui suis allé dehors. La femme va certainement dire que c'est le mari, parce qu'on va dire que bon, comme l'homme est comme il est, c'est peut-être lui qui est allé chercher. Mais elle va oublier que le petit tour qu'elle a fait là, comme celle que j'ai reçue, qui a dit maman, vraiment, comme mon mari me maltraitait, j'ai dû aller connaître un homme dehors et j'ai ramené la grossesse. Maintenant, je ne sais pas comment dire à mon mari que j'ai la grossesse. Maintenant, dans cette grossesse-là, si elle va faire les examens et qu'elle découvre qu'elle est séropositive, elle fait comment? Parce qu'elle n'a pas su se contenir. Elle n'a pas su rester là pour dire que je suis une femme mariée, même si ça ne va pas dans la maison, j'ai fait le choix d'épouser cet homme-là. Aujourd'hui, je dois gérer cette situation. Alors, on trouve la solution en allant dehors. Ce n'est pas une solution. Et donc, c'est pour tout simplement dire aux uns aux autres qu'il est important de procéder à des examens médicaux. Alors, étant donné qu'il nous reste assez de temps, nous allons nous retourner à nouveau vers Madame Itinda Janine pour nous redonner encore à nouveau les différents examens médicaux que l'on doit faire avant le mariage, parce que cela est important, et puis revenir également sur son importance et les conséquences, parce qu'il y a ceux-là qui viennent de nous prendre en cours et qui ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous parlons ce matin de l'importance du bilan prénuptial, en d'autres termes les examens médicaux avant le mariage. Nous suivons tout simplement votre regard. Merci Inès. Je disais, lorsque nous avons commencé cette émission, que le bilan prénuptial est obligatoire parce que il permet aux futurs époux de faire le point sur leur état de santé. Lorsqu'on s'engage dans le mariage, on va voir un médecin qui nous donne un certain nombre d'examens à faire. Dans ces examens, il y a le groupe sanguin rhésus, il y a l'électrophorèse de l'hémoglobine, il y a la sérologie rétrovirale, c'est-à-dire le HIV, l'examen de la HIV, il y a aussi la recherche de la syphilis, la recherche de l'hépatite B et la recherche de l'hépatite C. Bon, on peut rechercher parfois la rubéole ou la toxoplasmose, ça dépend, mais ça on ne le demande pas, trop. Pourquoi? Parce que ces examens permettent aux couples de savoir s'ils ne sont pas porteurs de tares qui peuvent transmettre à leur descendance, ou s'ils ne sont pas porteurs de maladies sexuellement transmissibles qui peuvent contaminer à l'autre. C'est pourquoi il est très important
de faire un bilan prénuptial avant le mariage. Parce que lorsqu'on s'engage dans le mariage et que l'on découvre après que l'un des conjoints a une tare, ça peut être dur et difficile. J'ai pris par exemple le cas d'un couple où le mari est AS portant la tare de la drépanocytose AS et la femme AS qui vont faire des enfants SS. C'est un problème parce qu'ils vont avoir des enfants malades et il y a un coût en termes de soins. Il y a un coût. Et sur le plan économique, la femme qui travaille ne pourra pas aller à son lieu de travail parce qu'elle va devoir rester en pédiatrie pour garder les enfants ou bien pour garder l'enfant. Et puis ces enfants-là, il faut une certaine hygiène de vie. Et à la longue, la femme qui a des enfants SS peut être bloquée en disant « je ne fais plus des enfants ». Et sur le plan psychologique, avoir des répercussions. C'est pourquoi il est très important de faire ces examens avant le mariage. Maintenant, si l'on découvre que l'un des conjoints, pour ceux qui vivent déjà ensemble, ou bien pour ceux qui se sont engagés dans le mariage, si l'un découvre que l'un des conjoints est porteur, par exemple, du VIH, ou que les conjoints sont tous les deux porteurs d'une tare quelconque, c'est un choix qui leur revient de continuer à vivre ensemble ou de se séparer, d'arrêter et de se séparer. C'est un choix, je dis que c'est un choix. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est un choix. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, choisis la vie et la mort. Dieu met devant nous la vie et la mort. Et Dieu nous laisse la latitude de choisir ce que nous voulons. Donc chacun choisit ce qu'il veut faire de sa vie. On n'entre pas dans le mariage pour pleurer tous les jours. On entre dans le mariage pour jouir d'un bonheur. Mais lorsque vous êtes maman et que vous avez les enfants qui sont tout le temps malades, où est le bonheur? Il n'y a pas de bonheur. Vous n'avez pas le temps de vous consacrer à votre époux. Vous n'avez pas le temps de jouir du bonheur avec votre époux, d'avoir un temps pour vous deux. Parce que moi je pense que dans le mariage, à un moment donné, il faut avoir un temps pour son époux, un temps pour rire, un temps pour s'amuser, un temps pour faire tout ce qu'un couple peut faire. Mais quand nous avons des enfants malades, il faut surveiller. L'enfant fait la fièvre, l'enfant est grippé, l'enfant fait la bronchite, l'enfant ceci, l'enfant des douleurs articulaires, il est en train de faire la crise, il faut chercher de l'argent. Par les temps qui courent, nous savons que c'est difficile, l'argent c'est difficile. Pour un couple, par exemple, économiquement faible, ça va être difficile. Et à la longue, on va se retrouver avec des couples qui vont divorcer. Et ne c'est pas ce que nous voulons. Ça. Nous ne voulons pas que les gens se marient pour divorcer. Nous voulons que les gens se marient pour vivre des années et des années ensemble. Et d'être heureux. Et d'être heureux. Voilà. C'est cela. Bon, pour les couples aujourd'hui qui ne connaissent pas leur statut, il est important d'aller maintenant faire des examens. Vous ne savez pas si vous avez le VIH ou si votre partenaire en a. Vous ne savez pas si vous avez la syphilis, parce que ça aussi c'est un problème, la syphilis. Surtout que chez la femme, ça ne se développe pas comme chez l'homme. L'homme découvre plus tôt, mais avec la femme, ça peut ronger. Et si elle est en début de grossesse, l'enfant peut mourir dans le ventre. Et donc c'est pour dire tout simplement, c'est maman. Les malformations. Les malformations dont on a parlé dans les enfants qui naissent un peu bizarres pour des problèmes de syphilis aussi. Donc c'est pour dire tout simplement aux uns aux autres, allez tout simplement faire des examens, le bilan, pour connaître comment vous êtes à l'intérieur de vous. Si c'est bon, si c'est pas bon. Si vous le faites plus tôt, vous faites une prise en charge et ça peut aller. Mais si on le fait quand il est trop tard, ça va être difficile. Pour une personne qui va aller se faire dépister du sida, du VIH, quand il va découvrir, peut-être que là, la personne a déjà peut-être 5 ans de maladie et qu'elle rentre déjà dans la phase de, comment on appelle ça? Voilà, d'incubation, pas même pas la phase finale, la phase d'incubation, ça va être difficile pour ralentir la maladie. Or, si c'est découvert plus tôt et que la personne commence par prendre un traitement, je pense que là, avec le traitement, comme on le voit déjà avec certaines personnes, la maladie va ralentir d'évolution et la personne peut vivre plusieurs années. Et c'est ce que nous sommes venus vous dire ce matin. Bon, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bon, je crois qu'on va faire le tour pour un mot
Tout simplement, juste un dernier mot Avec pour le la madame conseil à Olomo. donner. Le conseil. Merci Inès. Bon, le conseil que je peux donner, c'est de faire les examens, vous qui vous préparez pour le mariage, que vous vivez ensemble ou pas. Avant de rentrer dans un foyer, il faut connaître avec qui tu vis. Le mariage n'est pas pour 2 jours ou 1 an. Le mariage, c'est pour jusqu'à la fin de la vie. Donc, soyez sérieux dans ce que vous faites. Évitez les problèmes dans le foyer, évitez les morts d'enfants. Faites vos examens. Ça te montrera avec qui tu pourras vivre. Donc, ne rentrez pas pour rentrer. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Ce sont les gens mûrs qui se marient. Si tu es encore un enfant, ne te marie pas. Si tu trouves un homme qui refuse de faire les examens, ne va pas avec cet homme. Il faut le laisser, c'est qu'il est malade. Même s'il te donne l'argent, n'accepte pas, parce que l'argent là, c'est l'argent de la mort. Fais les examens et sois en bonne santé. Choisis la vie, ne choisis pas la mort. Amen. Madame Janine. Oui, nous sommes pratiquement à la fin. Comme conseil et suggestion, je voudrais également renchérir ce que Madame Olomo venait de dire. Hâtez-vous à faire vos bilans prénuptiaux avant de rentrer dans le cadre du mariage. Et je voudrais également faire des suggestions au niveau des administrations ou des services qui encadrent l'organisation du mariage. Aujourd'hui, dans notre pays, nous savons que le mariage coutumier tend à être valorisé, à être pris en compte, reconnu par les autorités. Il serait souhaitable que, au niveau de la prise en charge de ce mariage, que les décideurs intègrent l'importance pour les futurs mariés à passer par un bilan prénuptial. C'est également important pour les autorités au niveau de la mairie qu'on puisse insister là-dessus. Et nous savons que dans le cadre de notre assemblée, nous savons très bien que le docteur Louis Mbatinga ne fait qu'insister au niveau de la cellule matrimoniale que désormais pour les futurs, ceux qui prétendent au mariage, il sera important pour ces derniers de présenter un bilan prénuptial avant que la bénédiction ne se fasse au niveau de notre assemblée. Donc, c'est... C'est cela, en tout cas, je pense que tout a été dit. Ce n'est que cela. Comme Madame Molom l'a dit, si quelqu'un, vous avez un partenaire qui refuse de faire des examens, vous devez comprendre certainement qu'il cache quelque chose. Donc, ne mourrez pas parce que vous aimez. Ne vendez pas votre vie parce que vous aimez. Vous ne savez pas si cet homme-là, lui aussi, il est capable. Et une fois que vous allez tomber malade, s'il sera capable de rester avec vous. Parce qu'on a vu des personnes, des partenaires qui ont abandonné leur partenaire. Dès qu'il a constaté que celle-ci avait une maladie, il a abandonné et tu es resté seul à souffrir. Donc c'est pourquoi il est important de se prendre en charge. Allons tout simplement à l'hôpital et essayons de vérifier si tout va bien à l'intérieur de nous. Vérifions non seulement notre corps, mais demandons aussi à notre partenaire de se faire dépister. C'est important. C'est le message que nous sommes venus véhiculer ce matin tout simplement, et nous croyons que là le message est passé. Voilà, il n'y a qu'à voir. Alors, voilà. tout simplement dire également à nos auditeurs, allez faire vos examens prénuptiaux à deux dans le même laboratoire et récupérer également les résultats au même moment. Alors, si et seulement si vous n'avez pas assez de moyens pour faire un bilan prénuptial, c'est tout simple. Allez tout simplement faire un don de sang et on vous fera un bilan gratuitement. Et là encore, c'est mieux, certainement. Là, vous aurez tous les résultats possibles parce que là-bas, on va examiner votre sang dans les moindres détails. Donnez une poche de sang, c'est gratuit et puis vous avez votre bilan entre les mains. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force. Le Centre mondial Shekina et la prophétesse Chantal Saram Badinga ont eu le plaisir de vous présenter sur Shekina FM 96.0 l'émission La cellule familiale.
Pour toute information complémentaire, appelez au 07 80 15 25 ou nous écrire en badingachantal@yahoo.fr en un mot ou minuscule. Merci de nous avoir suivis et que Dieu bénisse. La joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés.